It is news on your TV, Spectrum Television. Making news tonight, February 9, 2024. The Littoral Regional Center for Taxation now has a new modern building. This building, which is situated at Bononjo in the Douala 1 municipality, has been inaugurated today by the Minister of Finance, Louis-Paul Motaze. Plus, still in finance, the CEMAC Heads of States Conference has just validated the appointment of Mr. Yvon Sana Bangui as the new governor of BEAC. Mr. Sana is a trained banker with 19 years of experience and is married with 4 children. And in sports, AFCON 2023 Ivory Coast, South Africa and DR Congo must bounce back from their semi-final disappointments as they meet in the Africa Cup of Nations third place playoff tomorrow, Saturday, February 10, 2024. These stories in full and more will be yours in a short while. Thanks for joining in, ladies and gentlemen. You are welcome to the 8 p.m. Balunga Primetime Newscast on your TV, STV. And we'll kickstart right away, and it's in the French language, and it's with Oriane Donkin. Bonsoir, Oriane. Bonsoir, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le Centre régional des impôts littoral 2, désormais dans un immeuble entièrement rénové. Allier la modernisation et la performance, c'est donc un pari gagné. Le ministre des Finances a procédé ce jour à l'inauguration de ce bâtiment 6 à Bonanjo. C'est dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Reportage. 91 milliards de francs CFA, c'est l'objectif 2024 du Centre régional des impôts littoral 2. Le cadre de travail modernisé aura à coup sûr un impact sur la performance et dont le rendement dans un environnement où les challenges sont nombreux et les regards désormais tournés vers les recettes fiscales. Nous sommes dans une situation qui nécessite que le gouvernement réalise beaucoup de recettes. Le gouvernement réalise beaucoup de recettes et notamment ce qu'on appelle des recettes internes ordinaires. Il faut expliquer pourquoi. Parce que si on n'a pas suffisamment de recettes internes ordinaires, nous sommes obligés soit de compter sur des recettes aléatoires comme le pétrole. Et or, vous savez que la production pétrolière de notre pays est tendanciellement à la baisse. Et ensuite, les revenus pétroliers connaissent souvent ce qu'on dit des yo-yo, ça monte, ça descend, etc. Donc on ne peut pas tout à fait compter sur ça. Première chose. Deuxième chose, on ne peut pas non plus compter sur l'endettement parce que l'endettement a aussi des effets récessifs, des effets pervers si l'endettement est trop grand. Fort heureusement, le Cameroun n'a pas un taux d'endettement élevé. Il reste donc des recettes internes ordinaires, parmi lesquelles les impôts. Et pour qu'on fasse ce travail, Dieu merci, nous le faisons déjà pas si mal que ça. Mais pour qu'on aille de l'avant, il faut que nos collaborateurs des services fiscaux disposent de moyens de travail suffisants pour pouvoir atteindre les objectifs qui leur sont fixés. Pour atteindre ces objectifs, il faut un civisme fiscal. Message à l'égard des contribuables, heureusement beaucoup le comprennent. Je préfère dire la vérité, nous n'allons pas accuser les contribuables de ne pas le comprendre. Les contribuables le comprennent, ils savent qu'ils doivent participer en fonction des capacités contributives de chacun. Le problème des contribuables n'est pas là, c'est pas qu'ils disent qu'ils ne veulent pas payer les impôts, mais c'est qu'ils ont l'impression que c'est toujours les mêmes qui payent, c'est différent. Et quand on dit les mêmes qui payent, ça veut dire qu'il faut élargir l'assiette fiscale pour que tout le monde contribue. Et nous avons une séance de travail tout à l'heure avec les opérateurs économiques, avec les syndicats patronaux, etc., etc. J'ai été content qu'ils finissent par reconnaître que le dialogue est là, donc le dialogue va se poursuivre, comme nous l'a demandé le chef de l'État, pour que nous comprenions les problèmes de chacun. Les problèmes de chacun, ça veut dire qu'on comprenne aussi les problèmes de l'État. C'est-à-dire que l'État a besoin de ressources pour faire face à ses obligations et aux attentes des populations. Les populations demandent beaucoup de choses. Les populations demandent les routes, les populations demandent les hôpitaux, les populations demandent l'énergie, les populations demandent le développement en général. Cela se fait avec des moyens. Ces moyens, il faut les avoir et parmi ces moyens, il y a les recettes fiscales. Louis-Paul Motaze, le ministre des Finances, a procédé ce 9 février 2024 à l'inauguration de l'immeuble du Centre régional des impôts littoral 2. C'est un bâtiment avec une emprise au sol de 563 mètres carrés sur une superficie totale de 2059 mètres carrés
avec pas moins de 38 bureaux. Proposer au port du Golfe de Guinée des moyens pour élaborer et mettre en œuvre leur propre plan de cybersécurité, c'est l'objectif du séminaire régional sur la cybersécurité dans les ports organisé par l'Union européenne, tenu ici à Douala du 5 au 9 février. Le point dans ce reportage. Nul besoin de statistiques pour présenter la menace cybernétique dans le monde. Les ports, points de jonction entre les territoires et les espaces maritimes, sont de ce fait des zones très économiques, mais également vulnérables. Les ports participent de l'économie de nos pays. Et donc, il était bon de savoir quels sont les éléments d'attaque, comment on peut les découvrir. Et une fois on l'a découvert, comment on peut même se prémunir de ces attaques. Véritablement, c'était l'objectif de ce séminaire-là. Surveiller l'économie pays, c'est pour surveiller l'action des ports en réalité, pour qu'ils travaillent bien. Mais ce qu'il faut noter de ce séminaire, c'est que souvent les ports, comme on le dit, c'est aussi les frontières, mais c'est aussi des pays en miniature. Et donc les ports travaillent pas en connexion avec l'État. Nous avons compris dans ce système-là que les ports travaillent, que certains pays travaillent pour surveiller les cyberattaques au niveau national et non seulement au niveau pays, au niveau port. L'ère est au digital. Le papier ou l'action humaine cède la place aux données virtuelles, parfois sujettes à des bugs. Les problèmes sont légion. Les problèmes, c'est souvent les bugs du système. Aujourd'hui, nous allons tous à la digitalisation. Et donc, si nous allons à la digitalisation, que nous évitons quasiment l'action papier, l'action homme, et donc c'est les outils informatiques que nous utilisons, ces outils informatiques peuvent prendre un coup, de sorte que même une facturation ne peut plus se faire, parce que, et si la facturation ne peut plus se faire, le port ne peut plus collecter son argent. Il aura fait le travail à zéro. 50 responsables de la sécurité en charge des questions Haïti des ports du Golfe de Guinée participent depuis le 5 février dernier au séminaire régional sur la cybersécurité dans les ports organisé par l'Union européenne. Ceci fait suite à un rapport présentant de nombreuses menaces et incidents sur les bateaux et dans la chaîne logistique. Et dans ce cas ici, on a remarqué, on a proposé à l'Europe que ça c'est très intéressant d'avoir une étude, et on a écrit cette étude pour qu'on peut visualiser un peu les difficultés de cybersécurité dans les ports et dans les zones maritimes en général. Et à cause de ce rapport, ce séminaire est une deuxième phase en disant pour avoir tout le monde qui est concerné dans les ports, les spécialistes de sûreté et aussi les spécialistes informatiques qui se doivent rejoindre pour faire des plans et des actions de cybersécurité dans les ports pour être mieux protégés contre des menaces qui, dans le futur, vont venir encore beaucoup plus qu'aujourd'hui. Le séminaire achevé ce 9 février, en plus de sensibiliser sur les menaces, il a donné des outils de prévention contre les attaques cybernétiques qui pourraient affecter les ports et par ricochet l'économie des pays. And still in line with this cybersecurity training in port, which has ended today with 50 participants attending, let's get more insight from one of the seasoned experts, Ninta Polemi, who was one of the trainers in the following excerpt. The maritime business, as we know, is very important for the economies of the countries, and the point is that there are many, although we can deal with physical security, but the digital needs bring us to the point to realize that cybersecurity is very important to be considered in the port operations, the maritime operations, their supply chains, the services, how they deal with the third parties, the suppliers, the business partners. So it is necessary to undertake, to identify threats, to be able to respond to attacks, to be able to have this governance structure in place.
in order to continuously monitor any security incidents, be able to respond to the incidents, having the ports to become resilient, because cybersecurity and security in general actually is the marketing advantage of the maritime operations. We see that we saw many incidents, cybersecurity incidents, like companies like Maersk or Port of Antwerp, in various ports. We saw cybersecurity attacks that cost a lot of money. The damage was very expensive, and the recovery actions cost a lot for the port and for the nations. So an attack can be catastrophic in the years to come, can disrupt the maritime operation, can destroy your business relations. It can stop the transport of goods. It can paralyze the economy. And onto this brief, the CEMAC Heads of State Conference has just validated the appointment of Mr. Yvon Sana as the new governor of the BIAC. Mr. Sana is a trained banker with more than 19 years of experience and is married with 4 children. And we continue this time with the brief on Sonara with you, Oriane Donquin. Absolument, Christelle Assec. Le Haruna Bako est le nouveau directeur général de la Société nationale de raffinage, en abrégé Sonara. Un conseil d'administration extraordinaire de l'entreprise s'est tenu ce 9 février. Haruna Bako, directeur général adjoint du port autonome de Kribi, a été directeur général de la Cameroon Oil Transportation Company, COTCO. Il remplace Jean-Paul Simon Djonou en ce poste depuis 2019. Au nouveau promu, Gaston Elundou Essomba, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, a donné entre autres défis la restructuration de l'entreprise, la reprise des approvisionnements du marché national en produits pétroliers à travers des opérations d'importation. Et un directeur général pouvant cacher un autre, Martial Valéry Zan, est le nouveau directeur général de la Cameroon Oil Transportation Company, COTCO. Administrateur civil principal, il était avant sa nomination directeur de la commission technique de réhabilitation des entreprises publiques et parapubliques. Il remplace à ce poste Haruna Bako, nommé ce jour même directeur général de la Sonara. À EDEA, on y va, le lotissement d'Équité présentera bientôt un nouveau visage. C'est à mettre à l'actif du maire de la ville d'EDEA qui vient d'y lancer des travaux d'aménagement. Compte rendu Léla Renganz. Viabiliser le lotissement communal d'Équité à travers l'aménagement des voies, tel est l'objectif des travaux dont le lancement a été effectué ce 7 février 2024 par le maire de la ville d'EDEA, le docteur Albert Emmanuel Laine. Il faut dire que le projet est divisé en 3 compartiments. Il y a le reprofilage de près de 18 000 mètres linéaires de voies, c'est-à-dire environ 18 km de voies existantes. L'ouverture de près de 12 000 mètres linéaires, c'est-à-dire 12 km de voies inexistantes, mais qui sont dans le lotissement, et la construction d'un ouvrage d'assainissement qui relie le titre foncier 5836 à le titre foncier qui est du côté de Malimba. En créant de nouveaux emplois, ce projet à terme permettra d'améliorer l'accès au transport urbain, de réduire les accidents. En gros, les populations gagneront une meilleure qualité de vie. Au constat, beaucoup de personnes ont occupé les espaces sans toutefois avoir les limites réelles des voies. C'est une occupation anarchique. Il est donc question qu'on aménage, qu'on restructure et qu'on recalibre toutes les voies pour que, de manière générale, le lotissement soit accessible et que le développement suive. En fait, mon grand souhait est celui dont l'Équité 4 aujourd'hui est viabilisé tel que vous le constatez. Il y a 6 ans aujourd'hui, on n'avait pas les privilèges d'accession ici, par-ci, par-là. Mais vous pouvez le constater, l'Équité 4
qui est presque la fierté des DA2, est aujourd'hui viabilisée de manière un peu très grandiose. Bon, nous sommes les occupants ici, nous avons bénéficié des terrains venant de l'État, parce que c'est une zone de recasement. Bon, alors là, la vie est très belle ici aujourd'hui. Tout ce que je pourrais dire, la présence de monsieur le maire de la ville ici aujourd'hui nous galvanise. Ça nous montre que vraiment, nous ne sommes pas abandonnés, nous sommes avec lui. Et votre présence aussi nous rend la fierté. Merci. Notons qu'en procédant au lancement de ces travaux, le docteur Albert Emmanuel Laine était accompagné du représentant du sous-préfet de l'arrondissement d'Edéa 2e et des chefs traditionnels de la localité. And on to the sad note, following the kidnapping of the SDO of Bamenda last week, alongside 5 other persons, the SDO managed to escape while the bodies of the SDO's driver and that of his bodyguard have been found in San, a locality in Kum in the Mbui division. Reports say the latter were executed by the said separatists who kidnapped them. Now, lay private proprietors have decried the payment of March Pass fees, which has been levied on private institutions before taking part in the 11th February March Pass. Details in the following report. Proprietors of lay private institutions in the economic capital city have been called upon to pay a certain fee before they can take part in the 58th edition of the 11th February March Pass here in the economic capital city, Douala. However, the proprietors have come out to decry this and are willing to stay out from the March Pass activities if this measure is not uplifted by the authorities. A collection of funds for March Pass continues, then let the state know that we, the lay private, we shall not participate for any March Pass again, because we will not win to spend double, carrying children and taking the risk. If a child falls at the field there, we take the risk. We cannot be paying to go and take risks. If they don't want us, the lay private, to march and they want to deprive our children, we are going to stay. It will save us even money and time. It's going to save us money and time, because I cannot be struggling to carry my school bus, carry children and fuel the car and go there and make sure I provide for them during that period, and I have to pay again for that for no good reason. I don't see it reasonable. We were said, if the state do not see into this, we are pleading that if it is two children per school, if there are many schools, there are 100 schools, million schools, if it is two children per school, let us go and exercise it. I want to say something which it shocked me last time. According to them, this day, the Youth Day, is a day for the children to celebrate and take part in the March Pass activities, is a way for these children to actually celebrate and portray their commitment to contribute to the creation of a prosperous and stable tomorrow. They send them away. It's still normal. Children have come to celebrate and you send them away because they did not register. My brother, is it correct? They even would have permitted the children to march and they come and sanction we the proprietor, because they sanction by us. And there's no way to sanction us. We have all our papers in order. We respect the government, all what they ask we give. Now for March Pass, you go and you bring your children there because you did not pay 20,000 or 50,000, and they say, no, they don't see a number in their board, and they say, party, they march and they keep you away. I was ashamed. When my teacher told me that, I was ashamed. And that day, that year, even the invitation they gave me to assist at this office, I did not go there. I did not go there because it is not normal. It's not feeding me at the juice office that is important. The most important is to make the children feel that day. It's not feeding me at the juice office that is important. Just make those children to march past. They are happy. They will be very, very happy that they have marched. But now, you tell them to go. That is the situation in this country. I'm calling on the authority that please, we are pleading, allow the children to feel it. We felt this big day, this 11th February. Some of us, when 11th was coming, 1 month before time, we prepared.
We bought chocolate for 25 francs, a sardine for 50. We were preparing. That was the day that we bought our first ball that we go and play in school. But why are they depriving the children? Not too much. So if except they would ask us to say, during March past, we should ask children to pay. We will do that and it will be a catastrophe. Nonetheless, these proprietors are calling on the competent authorities to look into this situation in order to permit these children from the private institutions also take part in the national festival, which is aimed at aligning the youth with community building, national pride, and responsible citizenship beliefs. Aux candidats aux différents concours de la Sûreté nationale édition 2023, l'inscription en ligne aux 10 concours, les inscriptions ont pris fin ce vendredi 9 février 2024 à 15h. La date limite de dépôt des dossiers de candidature, quant à elle, est renvoyée à demain 10 février 2024, délai de rigueur. C'est la substance d'un communiqué du délégué régional de la Sûreté nationale du littoral rendu public ce jour. Les candidats ayant déposé leur dossier au centre de dépôt des dossiers du littoral sont invités à consulter les listes provisoires affichées au groupement mobile d'intervention GMI numéro 2 du littoral. Faisons à présent le point de l'actualité dans le continent Afrique avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Les Sénégalais sont appelés à se mobiliser ce vendredi contre le report de la présidentielle au cours d'une journée test du rapport de force entre le pouvoir du président Macky Sall, la société civile et l'opposition. Le gouvernement togolais a fixé au samedi 13 avril les élections législatives et régionales avec une campagne électorale débutant le 28 mars. Les forces de sécurité voteront par anticipation 72 heures avant le scrutin. Le président du Bénin, Patrice Talon, annonce la réouverture imminente des frontières avec le Niger, un mois après avoir exprimé sa volonté de normaliser les relations. Il a déclaré que cette décision se concrétiserait dans quelques jours. 13 migrants soudanais sont morts et 27 sont portés disparus après le naufrage jeudi de leur embarcation partie clandestinement de la côte tunisienne près de Sfax, selon un porte-parole à Monastir. Des opérations sont en cours pour tenter de retrouver d'autres naufragés. And we remain in our international page with our foreign partners, the Voice of America, and this time in English. Ivory Coast have made it to the final of the Africa Cup of Nations, despite nearly being eliminated in the group stage. On Wednesday night, fans were celebrating their 1-0 semi-final victory over Democratic Republic of Congo at a fan zone in Abidjan, and dreaming of maybe winning their third AFCON title. Among them, Yaya Kone. They thought we were dead. When you die and are resurrected, you become even stronger. So the AFCON will be staying in Ivory Coast. The AFCON is ours. The AFCON is for Ivorians. It's a very different mood from just a fortnight ago, after being trounced 4-0 by Equatorial Guinea. The Ivorians only made it through to the last 16 as one of the best third-place teams from the group stage. But against DRC, the Elephants looked in control. Sebastian Aller's 65th minute goal dashing Congolese hopes of reaching their first final in 50 years. Now, the last chapter of the tournament host's remarkable redemption story will play out against Nigeria. They beat South Africa on penalties. That's after a dramatic 1-1 draw in which South Africa equalised from the spot in the last minute of the match. I'm happy, over happy. If I can't remember the last time I was this happy. Yeah. The Super Eagles will take on the Elephants for the trophy on Sunday in Abidjan. DRC play South Africa for third place on Saturday.
We now talk sports in this newscast dedicated to the ongoing AFCON competition. South Africa and the DR Congo must bounce back from their semi-final disappointment as they meet in the Africa Cup of Nations third place play. Onila Doned gives us a preview of this encounter, which is going to take place tomorrow, February 10, 2024. The Africa Cup of Nations has reached its final stages and the battle for the bronze medal is on. South Africa and DR Congo will face off in a high-stake match to determine the third-place finisher in this prestigious tournament. Both teams have shown resilience and skill throughout the competition and now have one last chance to leave their mark. Bafana, who missed out of the finals due to its 2-4 loss to Nigeria on penalties, is out for redemption. If the national team is doing well, automatically the rest will follow. I said already a few times that it's necessary that the level of PSL, the local competition, has to be increased. Though everybody, or some people tells me, yes, you see, coach, also with the local players, you can play a semi-final and I know this is true, but you have to see also the level we reached. And this is not the level that PSL has, and this is normal too. But if we go back now to that level of PSL, maybe we increase ourselves again with the national team. And that's why it's important now that we proved something with the national team and that everybody sees now, yes, and also the players, they felt it, that this is another level. Grant Kekana is off due to the red card against Nigeria, with Hugo Bros left with Kosinati, CBCA and Sian Zulu as options in the central defense. The Leopards, whose run in this tournament has been nothing short of exceptional, will get the chance to win their third bronze in their participating history. Sébastien Desabre feels obligated to get the job done due to the political instability ongoing in Congo. The last game between these two sides has seen South Africa win 3 times, both shared spoils once, and on one occasion, DR Congo testing victory. And that's the package we put together for you on tonight's newscast. Ladies and gentlemen, thanks for watching and enjoy the rest of your evening with programs on your TV, STV. Good night. Good night, Oriane. Bonne soirée à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bon début de week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision.